Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal sur Géopolis Télévision. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, les Léopards de la République démocratique du Congo qui débute convenablement sa CAN, Coupe d'Afrique de Nations, en s'imposant sur un score étriqué de 1-0 face au Bénin. Ça sera le reportage de Blaise Kezola dans cette édition du journal. Au sommaire également, le Fonds monétaire international qui a conclu positivement la deuxième revue de programmes économiques de la République démocratique du Congo, appuyé par la facilité élargie de crédit et le Fonds pour la résilience et la durabilité pour un montant de peu plus de 2 milliards de dollars américains. Vous aurez également les détails dans cette édition d'information. Et puis à l'étranger, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui a constaté la reprise effective des travaux avec un rythme jugé satisfaisant. Et ce constat a été fait lors de sa visite sur le chantier de l'aéroport de Zingachar dans les quartier de Nema samedi 20 décembre. Cette étape majeure de sa tournée économique en Casamance illustre la volonté des autorités de relancer le projet structurant dans cette région stratégique au cœur de priorités nationales et de développement de la région, en tout cas de la nation. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans le journal. Vous êtes 2 millions à nous suivre à travers le monde, à travers nos plateformes numériques. Vous êtes bien sûr sur Géopolis Télévision. On démarre ce journal par le sport. Les Léopards de la République démocratique du Congo, disent au sommaire, qui débutent convenablement leur Coupe d'Afrique de Nations en s'imposant sur un score étriqué de 1-0 face au Bénin grâce à Théodore Bongonda, justement, dans une rencontre dominée par la majeure partie, en tout cas par les guépards béninois. Les hommes de Dessarbre sont restés concentrés jusqu'au bout. Blaise Kezola pour le commentaire. C'est donc parti avec les Léopards tout de bleu vêtus qui vont... Ces dernières semaines, sur le continent africain, la RDC est assurément l'équipe à suivre. Après avoir brillamment remporté le tournoi africain des barrages au Mondial 2022, les Léopards devaient confirmer leur statut de sérieux outsider lors de cette CAN 2025 au Maroc. La RDC déroulait son football et s'est montrée dangereuse grâce à la vitesse de ses attaquants. La défense béninoise semblait un peu perdue sur le terrain et ne parvenait pas à contenir le vague adverse. Après un petit quart d'heure de jeu, la RDC finissait logiquement par ouvrir le score. C'est Théo Bongonda sur une ouverture de Maswaku qui profitait d'un geste incompréhensible de Johan Roche pour ouvrir le score. Le défenseur béninois, croyant être tranquille, s'est baissé pour laisser passer le long ballon de Maswaku en direction de son gardien. Mais Bongonda jaillissait et n'avait plus qu'à tromper sans forcer à l'Agbé 1-0. Dominatrice pendant encore 20 minutes, la RDC s'est laissée endormir petit à petit dans cette rencontre et les Bénins tentaient donc d'en profiter pour égaliser. Les Guépards mettaient la pression sur le but de Mpassi mais faisaient preuve d'une maladresse assez folle dans le dernier geste. Les deux équipes ne semblaient pas vraiment réussir à gérer la pression. Mais le Bénin aura au moins eu le mérite de pousser jusqu'au bout, faisant sérieusement douter une équipe de la RDC qui s'était vue refuser le but du break de Bakambu au retour de vestiaire. Les scores ne bougera plus, 1-0 donc pour la République démocratique du Congo qui réussit son entrée dans cette CAN. Le prochain rendez-vous est fixé au 27 décembre prochain où Léopard et Lions de la Teranga se rencontreront au stade de Tanger pour la deuxième journée, ce qui sera l'une des rencontres à suivre. En train de regarder Wan-Bissaka qui est
qui était resté au sol. Et l'arbitre décide qu'on en reste là. Ça est donc terminé avec la RDC, les Léopards. Et très loin du Maroc, nous sommes à Kinshasa où l'ambiance était électrique pour le match entre la RDC et le Bénin qui s'est joué ce mardi, comme venu de le suivre en tout cas dans cette compétition dans le cadre de la Coupe d'Afrique de Nations du Maroc avec une ferveur immense pour les Léopards congolais contre les Guépards. Didier Lunga et Giscard Tamba nous décrivent l'ambiance dans la capitale congolaise. Que les Quinois devant le poste téléviseur ont suivi le match entre les Léopards de la RDC et les Guépards du Bénin au stade Al-Medina au Maroc ce mardi 23 décembre. Les fans congolais sont restés mobilisés derrière leur équipe avec des chants, des applaudissements, une grande attente de la victoire. Après 100 minutes de jeu, les Léopards l'emportent devant le Guépard du Bénin sur un score d'1-0 marqué depuis la 17e minute par Théo Bongonda sur un centre de Maswaku Arthur. Les Quinois ont exprimé leur satisfaction pour cette victoire des Léopards, c'est là malgré qu'une domination nette de Guépard béninois du jeu. Nous sommes très contents parce que nous avons acquis les 3 points. Ce qui est plus important pour nous, c'est d'avoir 3 points. Vous pouvez jouer à la Barcelone. Mais si vous n'avez pas marqué, ça ne sert à rien. J'ai l'immense joie. C'est vraiment un plaisir pour nous de rapporter ce match. Et on a gagné, on a fait l'essentiel. Et voilà, on le savait déjà. On le savait déjà qu'on va niquer ces Bénins. Oui, c'est la joie pour tous les Congolais. Nous sommes vraiment dans la fête. On a gagné. C'est une victoire qu'on cherchait. Il faut gagner les premiers matchs pour encaisser les 3 points. L'équipe adverse a dominé. Mais ce qui était important, c'est de gagner le match. Il s'y est de noter que ces succès de la RDC apportent 3 points précieux et un départ parfait pour les hommes de Sébastien Desarbres. Alors c'est avec vous, Blaise Kouzoula, que nous décryptons cette rencontre entre la RDC et le Bénin. Vous êtes le chef de Desk Sport à Géopolis Télévision. Qu'est-ce qu'on retient concrètement aujourd'hui? On parle d'une RDC un peu tenue en échec en quelque sorte dans la même forme parce qu'on semble avoir privilégié justement, les statistiques montrent que le Bénin a pris le dessus en termes de domination sur le terrain. Bon, déjà bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. José Junior, je me rectifier les tirs dès le début, dire que la RDC a été tenue en échec, c'est quand même parce que la RDC c'est parmi le favori. Oui, bien sûr, bien évidemment, elle a été de bout en bout par une équipe comme le Bénin. Elle n'a pas été tenue en échec, elle a été plutôt mise en difficulté par une équipe béninoise qui était très joueuse et qui a démontré qu'elle pouvait faire de choses dans cette rencontre. La RDC qui est entré un peu dans un faux rythme après avoir dominé le match les 20 premières minutes, et puis après ce sont les Béninois qui ont un peu repris le bâton de commandement. C'était quand même assez compliqué pour les Léopards aujourd'hui, mais l'essentiel c'était d'abord de bien aborder cette rencontre, de gagner, parce que on se souvient honnêtement que les Léopards de la République démocratique du Congo ont toujours eu du mal à gagner le premier match du groupe sur le 5 dernières CAN. Hormis celle-ci, la RDC n'avait gagné qu'une seule rencontre de l'ouverture, c'était en 2017 face au Maroc. Et aujourd'hui, il y a un match qui s'est joué, la RDC qui a gagné, mais dans la difficulté. Mais aussi, ce qui fait la force du Congo aujourd'hui, c'est un peu cette possibilité-là de savoir toujours conserver le score, même si les choses ne sont pas toujours bien. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été très bien faites aujourd'hui, de choses qu'il faut obligatoirement rectifier pour le prochain match. Si on veut se voir se qualifier de la première journée, de la deuxième journée, il faut déjà essayer de rectifier un peu certaines choses qui ont fait que le Béninois mette en difficulté. C'est justement ça la question, parce que quand on regarde à la maison, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que la RDC, je le rappelais tout à l'heure, ça fait partie de favoris, malheureusement pour le Congo, et qui n'a pas pu effectivement convaincre que c'est une équipe favorite de la compétition. Qu'est-ce qui ça explique? En fait, les nations favorites ou les nations, comme on dit entre guillemets, les outsiders ont toujours du mal à démarrer leur compétition. Hier, par exemple, le Zimbabwe a mené une vie dure
aux Égyptiens, même si l'Égypte a gagné au dernier à la dernière minute de jeu. Donc c'est la première journée et les automatismes ne sont pas encore totalement là. Mais on a constaté qu'aujourd'hui il y avait pas mal de joueurs qui n'ont pas beaucoup brillé, comme d'habitude, à l'image de Touanzébé, à l'image de Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu, qui était en manque également de réussite, malgré plusieurs occasions et un but refusé. Mais sinon, dans l'ensemble, le Léopard ont joué un match assez correct, bien que dominé même dans la possession de balle par le Bénin, chose qui est un peu hasardeuse, mais les Léopards ont gardé les caps, mais doivent rectifier les tirs sur certaines occasions, sur même l'organisation de Dieu. La dernière question, parce que le prochain match sera très grand. On n'est plus par les temps. Ouais. La dernière question. Aujourd'hui, quand vous regardez l'effectif de la République démocratique du Congo, les classements, le premier classement de l'entraîneur, est-ce que vous avez envie de savoir, de dire aux Congolais, par exemple, qu'il y a, ça c'est pas le patriote qui parle, hein, ça c'est maintenant l'analyste qui parle, ouais. Est-ce que nous avons, la RDC a ses chances finalement d'aller un peu plus loin avec tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et les classements dont parce qu'on a vu dans les images comment les Congolais sont optimistes. Oui, José Junior, en tout cas en termes d'effectifs, la RDC a suffisamment de talent pour pouvoir aller le plus loin possible dans la compétition, mais ça exige beaucoup de choses encore à refaire et à rectifier. Vous pouvez avoir du talent, mais si vous ne l'appliquez pas sur le terrain, vous allez trébucher face à des grandes nations. Et quand on parle de grandes nations, on voit le Sénégal contre qui la RDC doit jouer le samedi. Il faudrait vraiment ne pas répéter les erreurs commises face au Bénin, rester concentré, focus pour faire quelque chose de bien face au Sénégal le samedi, parce que ça sera l'un des grands matchs à suivre pour cette phase de groupe. Il faut mieux faire face au Sénégal, être le plus concentré qui est possible, limiter le moins possible les dégâts et être concentré jusqu'au bout, parce que les Sénégal, ça badine pas. Donc, les Léopards ont un effectif capable de jouer face à n'importe quelle équipe, mais il faut simplement rester concentré et mettre en pratique ces talents précieux dont regorge le pays. Merci beaucoup Blaise Kouzola, chef du desk sport à Géopolis Télévision. Merci pour cette analyse pertinente. On poursuit ce journal que pendant que le Léopard a été en pleine action, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Kinshasa, la capitale, provoquant malheureusement une fois de plus d'importantes inondations, y compris dans la commune de la Gombe, pourtant considérée comme moderne. Sur le boulevard du 30 juin, principale artère de la commune, la circulation de piétons et du véhicule a été fortement perturbée entre Mandela par exemple et Royal en raison de eaux de pluie selon les témoins qui ont envahi la chaussée. Cette situation est entraîne plutôt le prolonger jusqu'à tard dans la soirée. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Et le Fonds monétaire international qui a conclu, je le disais au titre, positivement la deuxième revue de programme économique de la République démocratique du Congo, appuyée par la facilitation élargie de crédit et le Fonds pour la résilience et la durabilité pour un montant global d'un peu plus de 2 milliards de dollars américains, malgré le contexte sécuritaire difficile et dans l'est du pays est marqué par la baisse de recettes fiscales et la hausse de dépenses sécuritaires et humanitaires. Le FMI salue la discipline budgétaire du gouvernement, la maîtrise de l'inflation et le renforcement de réserves internationales de la Banque centrale du Congo. Regardez ce reportage. Dans cette salle de conférence du centre financier de Kinshasa, située au cœur de la capitale congolaise, se sont donné rendez-vous les piliers de ce que compte la presse de la République démocratique du Congo face au chevalier de la plume, l'argenté national Doudou Famba Lukunde, le gouverneur de la Banque centrale du Congo André Wameso et le représentant du Fonds monétaire international. Objectif, présenter les conclusions du programme de facilité élargie des crédits et FRD qui lie la RDC à l'institution de Bretton Woods. La majorité des critères de performance à fin juillet 2025 ont été atteints, notamment les soldes budgétaires intérieurs qui étaient fixés à 2 000 milliards de francs. Le gouvernement a réussi, malgré les contextes difficiles, à réaliser un solde budgétaire de 1 800 milliards inférieur à 2 000 milliards de francs qui étaient convenus.
Les résultats globaux sont satisfaisants avec un taux de réalisation de 85% des indicateurs validés. Quant aux réformes structurelles et performances, FRD et FEC, nous avons 7 de 8 repères non contenus de la deuxième revue atteints. Les repères sur la généralisation du système de facturation normalisé TVA a été mis en œuvre avec un léger décalage. Les 3 repères structurels qui ont été définis ont été contenus et respectés. Conséquence de la coordination des politiques publiques et monétaires restaurée grâce au leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC n'a jamais connu une aussi solide stabilité du cadre macroéconomique, selon le gouverneur de la Banque centrale. Nous avons 7,4 milliards de réserves, mais la pente au niveau de la croissance économique de notre pays a clairement pris une autre dimension à partir de 2019. Des réformes et une discipline budgétaire saluée par les FMI qui pensent plus que jamais que le pays est dans une bonne direction. C'est que le pays fait face à un contexte qui est extrêmement difficile. Beaucoup de défis qui préexistaient même à la crise sécuritaire, et la crise sécuritaire est venue se greffer dessus, accentuant les pressions sur les finances publiques et sur le système de santé humanitaire. Mais malgré tout, au lieu de succomber par exemple à des tentations populistes, des solutions de facilité qui pourraient compromettre la stabilité du cadre macroéconomique, le gouvernement est resté mobilisé dans la mise en œuvre du programme. Et nous, on ne peut qu'ici encourager les autorités à poursuivre sur cette voie. Pour ce faire, Kinshasa entend maintenir le cap afin de booster un peu plus le développement du pays au profit des communautés locales. Et face à l'intensification de la guerre provoquée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et à la situation des déplacés, les députés nationaux du Sud Kivu ont été reçus à la primature par Judith Suminwa, la première ministre. Ils sont repartis avec des assurances du gouvernement sur le soutien au FARDC et l'acheminement de l'aide humanitaire. Daniela Kalala pour le commentaire. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges à la primature. Une délégation des députés nationaux du Sud Kivu, conduite par le président du caucus provincial, Prince Kokola Kantantima, a été reçue lundi soir par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les élus ont évoqué la dégradation de la situation sur le terrain, notamment l'occupation de la ville d'Uvira par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. En réponse, la chef du gouvernement a réaffirmé la détermination de l'exécutif à soutenir les forces armées de la RDC et les Wazalendo engagés au front. À l'issue de la rencontre, les députés se sont dit rassurés par l'engagement du gouvernement à mettre fin à cette guerre et ont appelé la population à faire confiance aux forces loyalistes. Autre point abordé, la guerre de l'information. Les élus du Sud Kivu ont dénoncé les tentatives de manipulation visant la population tout en soulignant son attachement aux institutions et aux voies démocratiques. Sur le plan humanitaire, la situation des déplacés internes et des réfugiés congolais dans les pays voisins a été largement examinée. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une commission placée sous la responsabilité du vice-premier ministre de l'Intérieur chargé d'accélérer l'assistance. La délégation parlementaire a quitté la primature rassurée et a appelé la population du Sud Kivu à maintenir sa confiance dans le gouvernement Suminwa et le président de la République pour le retour définitif de la paix dans l'est du pays. Parlons toujours de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 400 000 réfugiés congolais installés au camp de Bikinga à Ruini dans l'est du Burundi ont bénéficié d'une assistance humanitaire du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Puruzi, et de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi. Cette aide comprend notamment 13 tonnes de farine, de vivres, de kits sanitaires et de biens essentiels fournis par la fondation Denise Nyakiro, devenue Fondation Lona, comme vous savez, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Des milliers de réfugiés congolais ayant fui au Burundi la guerre d'agression menée contre la RDC par l'AFC M23 soutenue par le Rwanda ont échangé avec le gouverneur du Sud Kivu et la délégation de la Première Dame. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi n'est pas venu dans ces cas de Bakingi le main vide. Il a remis 13 tonnes de farine en complément des vivres, de kits sanitaires et d'autres biens essentiels fournis par la fondation Denis Nyakeru en partenariat avec le HCR. Dans son message, le gouverneur a exprimé sa compassion, réconfort et espoir, rassurant les réfugiés de la détermination des autorités congolaises à mettre fin à cette guerre injuste. Nous sommes venus pour voir nos frères et sœurs réfugiés qui ont fui par la guerre nous menée par l'AFC M23 appuyée par le Rwanda. Nous avons plus de 400 000 réfugiés citoyens congolais du Sud Kivu, plus précisément de la plaine de la Ruzizi, c'est-à-dire Kiliba, Sange, Kamanyola, Luberizi, Uvira, qui ont fui par là. Et donc ils sont arrivés ici au Burundi. Nous sommes venus leur rendre visite et accompagner la fondation Denise Nyakeru, que nous remercions sincèrement, qui a amené de l'aide humanitaire. Et nous disons ici que bientôt, le président Félix Antoine Tshisekedi est au moins en train de réussir un montage diplomatique extraordinaire et que nous allons rentrer bientôt. Jean-Jacques Purusi a salué l'engagement du président Félix Tshisekedi pour le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC, ainsi que l'appui du président américain Donald Trump et les soutiens du Burundi, notamment du président Évariste Ndayishimiye, pour l'accueil des réfugiés congolais. Retournons à Kinshasa pour parler de ce centre, le centre hospitalier universitaire du Scantenaire qui renaît finalement. Longtemps critiqué pour son sous-équipement, sous-fonctionnement, cet hôpital public emblématique repasse officiellement sous le contrôle de l'État congolais. Une relance portée par le ministre de la Santé avec pour objectif remettre le CHU au service de la population. Patience Lekeke, encore une fois plus pour le reportage. Conçu pour réduire les évacuations médicales à l'étranger et renforcer l'offre de soins spécialisés en République démocratique du Congo, le CHU du Cinquantenaire n'avait jamais atteint son plein potentiel. Depuis 2013, sa gestion confiée à un partenaire privé a été marquée par de nombreux manquements, limitant fortement son fonctionnement malgré une capacité de près de 800 lits. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de reprendre ses responsabilités. Après une procédure judiciaire de plus d'1 an, la résiliation du contrat a été confirmée par les conseils d'État, ouvrant la voie à la reprise officielle de l'hôpital par l'État congolais le 2 décembre dernier. Depuis, plusieurs actions urgentes ont été engagées. Le centre de traumatologie, le laboratoire moderne, le service des maternités et des néonatologies, équipés de 24 couveuses, ainsi que le bloc opératoire d'urgence sont désormais opérationnels. La remise en service du scanner est également en cours. De travaux de réhabilitation ont permis d'améliorer les conditions d'hygiène, de sécurité et d'accueil. Pour le gouvernement, cette relance marque un tournant, celui d'un hôpital public modernisé, porté par l'expertise nationale et la diaspora au service de tous. Le CHU du Cinquantenaire redevient ainsi un symbole fort de la souveraineté sanitaire et de l'engagement de l'État en faveur de la couverture santé universelle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la scène nationale. Partons tout de suite pour la page internationale. Et la page internationale, ce journal nous amène au Sénégal. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a constaté la reprise effective de travaux à un rythme jugé satisfaisant. Ce constat a été fait lors de la visite sur les chantiers de l'aéroport de Ziguinchor dans le quartier de Nema samedi 20 décembre dernier. Cette étape plutôt majeure de sa tournée économique en Casamance illustre justement la volonté des autorités de relancer le projet structurant dans cette région stratégique au cœur de priorités nationales et de développement et de désenclavement plutôt. Rosie Chioyo pour le commentaire. 7 milliards de francs CFA.
C'est le montant qui a permis de relancer un chantier longtemps attendu à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye, a constaté la reprise effective des travaux de l'aéroport de Ziguinchor lors de sa visite ce 20 décembre 2025. Bloqué depuis plusieurs mois, le projet a été relancé grâce à une injection financière issue de la loi des finances rectificative 2025, fixant l'objectif de livrer l'infrastructure d'ici fin avril 2025. Le chef de l'État a dévoilé une enveloppe globale de 13 milliards de francs CFA pour le projet. Ce montant inclut 6 milliards supplémentaires qui seront alloués via la loi de finances initiale 2026. Ces fonds visent à garantir que l'entreprise responsable des travaux puisse respecter ses engagements tout en assurant la haute qualité des ouvrages et la conformité à la conception architecturale. Au-delà du chantier, les enjeux sont nationaux et les perspectives sont ambitieuses. Ziguinchor est considéré par le chef de l'État comme un maillon clé de la politique de développement équilibré et de territorialisation. Forte de son potentiel agricole, touristique, culturel et économique, la région verra sa compétitivité renforcée par la mise en service de l'aéroport qui favorisera les désenclavements et la dynamisation économique. À l'étranger, toujours la première édition du Forum national de Djiboutiens de l'étranger qui s'est tenu du 18 au 21 décembre a réuni avec succès des entrepreneurs, de porteurs de projets et de responsables associatifs soutenus par les autorités publiques et les réseaux de la diaspora. Cette mobilisation forte et structurée reflète une vision partagée entre ces acteurs. Rosie Chioyo pour le commentaire. La diaspora djiboutienne est reconnue comme un moteur essentiel du développement. Dans cette optique, Djibouti a accueilli le jeudi 18 décembre la première édition du Forum national des Djiboutiens de l'étranger. Cet événement, tenu 7 mois après un atelier fondateur, vise à transformer une ambition claire en réalité, à intégrer pleinement les compatriotes établis à l'étranger dans l'essor du pays. Le ministre Abdulkader Hussein Omar a d'ailleurs souligné la nature stratégique du forum, y voyant un lien fondamental d'échange et de coopération. Ce rendez-vous s'inscrit dans une démarche visant à pérenniser la relation stratégique entre Djibouti et sa communauté mondiale. Les nombreuses initiatives présentées couvrant le développement régional, l'investissement, la formation, le tourisme durable, l'entrepreneuriat féminin, la santé mentale, la jeunesse, le sport et l'industrie verte illustrent un engagement concret et très diversifié. Principalement établie en France, au Canada et aux États-Unis, cette communauté joue un rôle clé dans le transfert de compétences et de capitaux. À l'image de la diaspora, qui a mobilisé plus de 100 milliards de dollars en 2023-2024, Djibouti bénéficie d'envois réguliers de 300 à 400 dollars par mois, avec des pics pouvant atteindre 1200 dollars durant le Ramadan. Tout de suite, on regarde la revue de presse avec Domo Matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Rwanda et l'AFC M23 ont organisé une mise en scène simulant un retrait de troupes de la ville d'Uvira, occupée depuis plus d'une semaine par ces rebelles et leur soutien rwandais, rapporte Congo Nouveau. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a réagi avec scepticisme à l'annonce de l'AFC M23 concernant ce retrait. Le potentiel souligne que, malgré les appels répétés des Nations Unies, de la France, des États-Unis et de la communauté internationale en faveur du retrait immédiat de troupes rwandaises du sol congolais, la situation dans l'est de la RDC demeure inchangée, voire plus préoccupante. À Uvira, Corneille Nangaa renforce une administration parallèle sous l'influence de Kigali, tandis que les tentatives de résistance de Wazalendo à Fizi peinent à modifier le rapport de force. Selon le phare qui revient sur une marche au départ initiée par l'AFC, les leaders de ce mouvement rebelle ont été surpris par une population hostile qui n'a peur de rien. Le manifestant scandait des chants hostiles et portait des calicots au message fort. 1-23 des assassins retournent chez vous. Nous ne voulons pas de vous chez nous en RDC. Arrêtez de bastionner les habitants. Respectez les frontières de notre pays, le Congo. Ou encore, 1-23 pille le bien des citoyens. Face à cette surprise désagréable, le seul
soldats de la RDF AFC M23 se sont retrouvés dans une incapacité d'agir. Le potentiel revient le dernier sommet de la CIRGL convoqué par Museveni qui qualifie ici aussi d'une mise en scène qui aurait donné la chair de poule. À Kampala, écrit-il, où les caméras ont filmé de fauteuils solennels occupés seulement par les silences, alors que les principaux convives ont préféré cultiver leur boycott. Info 27 rapporte qu'à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé le 22 décembre 2025 un projet d'extension de la capitale, un tournant stratégique majeur. Depuis Mankao, il a donné le coup d'envoi de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière infirmière Mama Marthe Kassalou, visant à planifier la croissance urbaine, industrialiser l'économie et rapprocher les services publics de population. Enfin, Géopolis Hebdo met en lumière la mobilité des femmes quinoises à moto. À l'aube, elles ajustent leur panne, enfilent un casque trop large, grimpent à l'arrière, parfois à l'avant d'une moto. Le moteur gronde, la ville s'ouvre. La moto, cheval de fer de la modernité urbaine, leur permet de traverser les embouteillages, de transporter des marchandises ou des enfants et de se rendre au travail et au centre de santé. Chaque conquête de mobilité devient une arme silencieuse contre la précarité et élargit leur liberté concrète, mesurée en minutes gagnées, en marche atteinte, en opportunité saisie. Fin de cette revue de presse, au revoir. Voilà, sur ce reportage, cette revue de presse plutôt des deux moments rendue par Daniela Kalala que nous mettons un terme à ce journal dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, les Léopards de la République démocratique du Congo qui débutent convenablement sa CAN, en tout cas à CAN, en s'imposant sur un score étriqué de 1 but à 0 face au Bénin grâce au but de Dio Bonganda dans une rencontre dominée en majeure partie par les guépards béninois. Les hommes de Dessabre sont restés concentrés jusqu'au bout. C'est un reportage que vous avez suivi dans ce journal. À la une également, nous allons parler du Fonds monétaire international qui a conclu positivement la deuxième revue de programme économique de la République démocratique du Congo appuyée par la facilité élargie des crédits et le Fonds pour la résilience et la durabilité pour un montant d'un peu plus de 2 milliards de dollars américains également dans ce journal. Nous avons parlé également de l'international où le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a constaté la reprise effective de travaux avec rythme jugé satisfaisant. Ce constat a été fait lors de sa visite sur les chantiers de l'aéroport des Ziguinchor dans le quartier de Néma samedi 20 décembre. Cette étape majeure de sa tournée économique en Casamance illustre la volonté des autorités de relancer le projet structurant dans cette région stratégique au cœur de priorités nationales et de développement et de désenclavement également. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. À très bientôt. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.